Voilà. Monsieur, madame, on saura combien de coups de canon ont retenti ce jour de 30 juin sur l'ensemble du territoire congolais. On saura peut-être également ce qui s'est passé depuis pour arriver à ce jour. Parce que 30 juin 1960, 30 juin 2013, ça fait aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse le dire, par un simple calcul, ça fait 53 années depuis que l'on est indépendant, depuis que le Congo est État indépendant. Mais, puisqu'il faut le dire, je le dis et je présente des choses de cette manière, vous êtes quand même Juliana Lumumba que nous recevons sur ce plateau. Et c'est quand même pour la première fois que nous recevons une dame sur ce plateau de B1 dans le programme entre guillemets. Je voudrais d'abord prendre les choses de cette manière avec vous. Qu'est-ce que c'est comme responsabilité que de porter le nom de Lumumba? Porter le nom de Lumumba, d'abord, on est très fiers de porter ce nom. Mais nous avons été élevés par une mère qui nous a toujours dit qu'il faut mériter de s'appeler Lumumba. Il ne s'agit pas simplement de s'appeler, mais de le mériter et d'être digne de ce nom. Quand vous dites mériter de s'appeler Lumumba, c'est-à-dire que... C'est-à-dire l'excellence en tout, exceller, mais pas dans le sens d'aller toujours mieux, d'être correct avec les gens, le sens des responsabilités et d'être toujours honnête et intègre dans ce qu'on fait. Ça veut dire que l'on soit biologiquement de la famille de Lumumba ou que l'on vienne d'ailleurs, mais aussi tôt qu'on porte le nom de Lumumba, il faut le mériter. Oui, voilà, parce qu'elle disait, c'est pas votre nom, c'est le nom de votre père. Très bien. Et le 30 juin 1960, Patrice Emery Lumumba était là. Il y avait aussi d'autres acteurs, Joseph Kasavubu. Il y avait d'un côté les Belges, il y avait les Congolais, les you-you de dames qui applaudissaient puisque c'était une journée assez particulière. Et en ce 30 juin 1960, c'est aussi une journée un peu plus particulière puisque ça correspond et ça coïncide un peu à tous les regards qui sont braqués vers l'Afrique du Sud où tout le monde essaye de s'interroger, de dire quelque chose sur ce qui pourra être considéré comme l'héritage de Nelson Mandela. Si vous pouviez en toucher un mot, que direz-vous à ce propos? Je dirais que Nelson Mandela, bon, évidemment c'est un grand homme. Et ce qui nous a légué, c'est d'abord la commission Vérité et Conciliation. C'est la tolérance, hein, c'est le désintéressement. C'est son héritage s'impose non seulement aux Sud-Africains, mais s'impose à nous tous. Le dialogue, l'ouverture, le désintéressement pour aller dans le sens de l'État et aller plus loin. Et je crois que c'est ce qui est le plus beau et le plus grand message qui s'impose au monde entier. Est-ce que c'est tout ce qu'on peut retenir de lui à partir du moment où, même entre les Sud-Africains eux-mêmes, des fois ils se disent qu'il y aurait eu possibilité de faire un peu plus radical que ce qui avait été fait à sa sortie de prison? Je crois que la commission Vérité et Réconciliation, avec ce qu'a été l'apartheid, ce qu'a été ces années quand même de discrimination et ces années de violence, on pouvait s'attendre quand même qu'avec l'arrivée de l'ANC au pouvoir, on bascule dans la violence totale et dans la revanche. Mais grâce à la commission Vérité et Réconciliation qu'il a menée, grâce à sa lutte et à son exemple, au bout de 27 ans de prison, il n'est pas sorti aigri. C'est au contraire, c'est le pardon. C'est le dialogue, c'est l'ouverture, c'est pour vivre ensemble, malgré les différences et sans discrimination. De nous-mêmes, en tant que Congolais, on peut dire que l'histoire ne commence pas aujourd'hui et ne commence même pas le 30 juin 1960, puisque avant ça, il y a eu toute une série d'idées, il y a eu toute une série de mouvements, d'organisations qui ont précédé ce qui permettra d'aboutir sur l'événement du 30 juin 1960. Vous-même, qu'est-ce que vous en retenez, que ce soit par les récits des membres de votre famille, que ce soit par les témoignages des historiens ou de ceux qui avaient pris ou part ou assisté à l'avènement du Congo à l'indépendance? En 60, le 30 juin 60, bon, parce que j'étais très jeune, donc je n'ai pas de souvenirs particuliers, mais nous savons par ce qu'on a entendu dire, évidemment qu'il y avait les festivités de l'indépendance, hein, l'indépendance comme on dit, donc il y avait énormément de personnes qui étaient ravies, mais il y avait aussi la tension qui existait fortement entre le président de la République était Kasavubu et Patrice Lumumba, qui était non seulement Premier ministre, mais chef de l'exécutif. Donc cette tension, elle était là pendant cette période-là de 30 juin 60, ce que j'en sais.
On se rappelle assez souvent et un peu avec un peu plus de facilité la fameuse lettre de Lumumba à Pauline. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive après. Mais quand vous reprenez certains écrits, certains textes de 1960, de vous-même, en famille peut-être, ou même avec ceux qui vous ont entouré depuis votre jeune âge, quand vous relisez le discours ou vous réécoutez le discours de Patrice Emery Lumumba, qu'est-ce que vous en dites? Je dis quoi? De son message ou du discours? Le message qui est contenu. Le message, c'est quand même un homme, c'est-à-dire quand vous regardez ce qu'il a fait, on parle d'indépendance, on parle des pères de l'indépendance, mais on se rend compte que 53 ans après, Lumumba est toujours d'actualité. Donc, pourquoi? Il faudrait quand même qu'on se pose la question, pourquoi? Au niveau de l'État, au niveau de tout le monde. Et il a demandé l'indépendance et il n'était pas le seul. Mais il a incarné cette indépendance parce qu'il a donné un contenu à cette indépendance. Qu'est-ce que c'était l'indépendance pour lui? Ce n'était pas uniquement l'indépendance politique, mais l'indépendance économique qui devrait signifier, c'est-à-dire la satisfaction des besoins des populations. Il parlait énormément de justice dans pratiquement tous ses discours. Il parlait d'arriver à un État moderne. Il parlait des droits des travailleurs, il parlait des droits humains. Donc, il avait donné un contenu, la justice, la vérité, un État moderne, une indépendance politique et économique. Et ça, c'était très important dans ce discours. Et c'est ce que nous retenons tous, en tout cas ceux qui ont cette période-là. Et quand on voit aujourd'hui, est-ce que ces aspirations, ces idées, elles sont toujours valables aujourd'hui. Et il a demandé de lutter contre le régionalisme et le tribalisme parce qu'il disait que c'est ce qui va nous diviser très tôt. N'oubliez pas que Patrice Lumumba n'est resté au pouvoir que 3 mois. Mais quand on lit son parcours, on a l'impression qu'il est resté 5 ans. Ouais, et comme s'il est toujours présent. Parce que depuis la conférence nationale, on a beaucoup parlé de lui, on l'a remis encore en scène et on continue à parler de lui. On continue à parler de lui parce que nous avons les mêmes problèmes. 53 ans après, on parle de lui parce que nous parlons de réforme des institutions, nous parlons de lutte contre le tribalisme et le régionalisme, et comme il l'a fait, nous voulons consolider effectivement un État moderne et qui soit bon à l'aspiration de tout le monde, et ce sont des thèmes qui sont toujours d'actualité. On pourra peut-être revenir sur ce que vous mettez sur la table en ce moment-ci. Bon, de vous, certains historiens, des journalistes, et même ceux qui avaient suivi de plus près ce qui se faisait pendant ces jours, après l'avènement du pays à l'indépendance, on disait de vous que vous étiez assez souvent l'enfant qui allait jouer en dessous du bureau de son père. Mais je voudrais vous reprendre autrement. Par rapport à la réaction qui avait été celle des Belges, est-ce que vous, aujourd'hui, peut-être avec le recul, même par rapport à ce que vous avez entendu dire, est-ce que vous comprenez que ça a été pris comme une sorte de claque? Évidemment, parce que déjà depuis 58, si vous en souvenez, il y avait une hostilité vis-à-vis de Lumumba, parce qu'ils ne pensaient pas comme les autres, si vous voulez, parce qu'ils ont commencé, ils n'étaient pas le seul à appeler à l'indépendance, ils étaient ensemble avec les amis de conscience africaine, qui étaient de tendance chrétien-démocrate, mais lui, il était libéral, il était du parti libéral, donc laïque, donc il y avait déjà cette différence-là, et il a toujours parlé, je vous dis, des thèmes dont je vous parle, une réelle indépendance politique économique, les droits des travailleurs, la réelle justice, la démocratie. Donc on va commencer à se poser des questions sur ce monsieur qui remet en cause que par ses idées, il devait tout remettre en cause. On a provoqué la rupture avec ceux de conscience africaine et vous voyez que le chaos, je peux dire qu'il est prémédité, il s'est très vite installé parce qu'il s'agit de quoi? Avec ce monsieur, et à cette époque-là, qui avait toutes ces idées, avec une période de guerre froide, on le classait communiste. On le classait communiste quand on pose les réelles questions et qu'on dit qu'on veut réellement être indépendant, on veut être indépendant économiquement et politiquement, et ce n'est pas assez, et nous voulons que les biens de l'économie congolaise reviennent aux Congolais et qu'on doit... Donc on l'a pris pour un communiste, donc il fallait faire en sorte que on a créé la rupture et on a créé des conditions pour
montré que Patrice Lumumba était incapable de gouverner. Et c'est ce qui est arrivé très vite avec la sécession et tout ce que vous connaissez par la suite. Peut-être que d'autres gens l'ont dit à leur manière, mais dites-nous, vous aussi aujourd'hui, est-ce que Patrice Emery Lumumba était un communiste? Évidemment que non. C'était un patriote nationaliste qui aimait son pays et dont l'intérêt du pays était au-dessus de tout. Et puis à l'époque, il n'y avait aucun journal communiste, il n'y a aucune lecture communiste sous la colonisation. Donc simplement, il se réclamait, si vous vous en souvenez, il se réclamait de Voltaire, de Rousseau, des droits de l'homme. Et c'est de ça dont il se réclamait, et il était un patriote qui était pour l'aspiration du peuple congolais, comme on le dit, je ne sais pas, qu'il était en avance de son temps pour cette période-là. Lumumba n'aurait peut-être pas été Lumumba s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, mais vous... Non, c'est-à-dire, il est allé dans son choix jusqu'au bout. Il est allé dans son choix pour ses aspirations, et il a aimé le Congo jusque, comme on dit, au sacrifice suprême. C'est de cela. C'est-à-dire, il voulait réellement que le Congo soit sur ses pieds. Pourquoi est-ce que vous croyez que 53 ans après, on voit une rue Lumumba à Téhéran, en Égypte à Alexandrie, il y a même en France, vous voyez quand même l'hommage qui lui a été rendu pour cet homme qui a incarné cette indépendance, qui a incarné aussi, qui a transcendé, c'est-à-dire les différences tribales, parce que le MNC, d'abord c'est l'émanation du processus démocratique parce qu'il est passé par les élections. Il a transcendé les ethnies, il a transcendé les divisions, il a réussi politiquement, non pas dans sa région d'origine mais ailleurs. C'était le seul parti non ethnique et il est allé au-delà pour ses idées jusqu'au bout parce qu'il y croyait. Déjà au 30 juin 1960, parmi les acteurs qui entrent en scène et qui sont là, il y a, en plus de Patrice Emery Lumumba, dont tout le monde parle après ceux qui arrivent au niveau de la table ronde de Bruxelles, il y a Joseph Kasavubu qui deviendra le président de la République, et il y a également tous ces antagonismes qui naissent et qui sont même grossis par le fait des influences extérieures. Mais vous-même, aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez cela avec un peu plus de recul, est-ce que vous dites qu'il y avait, je parle de manière globale, est-ce qu'il y avait possibilité d'éviter au Congo un certain nombre de situations qui auraient pu qui aurait fait que ça évolue un peu autrement. Bon, on ne va pas refaire dans l'histoire. Ça serait toujours difficile de faire de l'histoire fiction. On peut lui faire dire ce qu'on veut, mais je pense qu'il faudrait partir de la réalité et se poser la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé et quelles leçons doit-on en tirer en tant que Congolais, en tant que citoyen congolais, en tant qu'État, parce que le problème n'est pas un problème d'un seul individu, mais on voit que cette période-là, qui était une période où on a eu une crise institutionnelle, on a eu évidemment des problèmes ethniques, des problèmes tribaux, des problèmes avec l'armée, des problèmes de sécession. 53 ans après, on le retrouve. On doit se poser les questions, on doit parler pour pouvoir analyser et trouver les remèdes conséquents à cela. Je voudrais encore vous reprendre, on ne sait pas vous prendre autrement, je vais vous reprendre comme une Lumumba. Et vous, les Lumumba, quand même, en famille, vous regardez les choses sous un œil qui peut être différent d'un bon nombre de gens, puisque vous en avez une conscience qui est celle qui tient du fait que vous soyez les fils et les filles de Patrice Emery. Non, d'abord, il faut qu'on remette les choses au point. Lumumba n'était pas un roi et n'avait pas de prétention envers une dynastie. Oui, mais et je dis, aucun membre de sa famille, ni de son clan, ni de sa tribu, n'est légataire de la légitimité de Lumumba ou de l'umumbisme. Ok? C'est-à-dire, il faut qu'on mette les choses au point. Mais maintenant, si vous voulez me parler, je suis héritière de sang, mais je ne suis pas l'héritière politique de mon père. Je ne suis même pas son compagnon de lutte. C'est mon père, je suis sa fille. Mais n'en demeure pas moins que je suis, en tant que citoyenne congolaise, comme vous et moi, comme nous tous ici, dans cette République, dans ce studio, nous pouvons nous poser des questions. Et même, vous faisiez allusion tout à l'heure à la dernière lettre que mon père avait écrite à ma mère. Quelque part, bon, je cite, « À mes enfants que je laisse et que je ne verrai peut-être pas, je voudrais qu'on dise que l'avenir... » Non, j'attends d'eux, comme il attend de chaque Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance. Car sans justice
il n'y a pas de liberté, et sans liberté, il n'y a pas d'homme libre, je pense. Mais c'est pour vous dire qu'il dit à mes enfants que je laisse, et qu'il attend d'eux comme il attend de chaque Congolais. C'est-à-dire, nous, c'est comme les autres Congolais. C'est cette aspiration. Ces enfants n'ont pas été mis à part pour dire que vous avez un destin extraordinaire, vous êtes les Lumumba, dont non. On a été élevés, nous sommes des citoyens, nous avons plus de devoirs, parce que vous êtes plus près, et peut-être que vous avez eu cette proximité de ces idées. Donc, en tant que citoyens, nous devons parler. Et je pense que lorsque nous parlons en disant que les choses pouvaient être faites différemment, vous pouvez dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on pense, c'est un peu ça. Aujourd'hui, le débat aujourd'hui, ce sont les concertations nationales que le président de la République a appelées, qui sont les concertations nationales, et nous, évidemment, que nous appelions de tous nos voeux, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des Congolais qui vont se mettre ensemble, avec tout un large éventail qui balaye en tout cas tout le Congo. On doit s'asseoir sur les différents thèmes, parler, discuter de tous les problèmes qui se posent, et ça devrait en sortir, je crois, la somme de ce qu'attendent les gens. Et c'est ça qui est le plus important, le dialogue. Le dialogue. Et qu'est-ce que vous en donnez? Qu'est-ce que vous pouvez en donner comme explication lorsque 53 années après, on continue à dire qu'il faut un dialogue? Non, mais c'est pas en continu, c'est pas 53 ans, on ne disait pas ça très souvent, et vous le savez très bien. Donc, qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une concertation nationale, c'est important. Parce que tout le monde doit se sentir concerné et tout le monde a son mot à dire. Qu'est-ce qu'il a dit le président? Le président a dit, venez, parlons. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que c'est important. C'est important surtout à cette veille de notre indépendance nationale qu'il y ait ce dialogue. Il s'agit que les intelligences congolaises parlent, se concertent ensemble, et pour produire les orientations que nous attendons tous. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas que quelqu'un se dérobe, parce qu'il y aura l'opposition, il y aura le gouvernement, il y aura la société civile, il y aura toutes les couches de la société. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est le dialogue. On l'a bien vu, parce que le dialogue, ça va nous amener à quoi? Bon, je suppose que ça va, on pourra parler qu'on doit rétablir l'autorité régalienne de l'État. N'est-ce pas? On doit rétablir une bonne gouvernance et une transparente, et des institutions transparentes qui sont la locomotive du développement vers lequel nous souhaitons arriver. C'est comme ça, comme moi je le vois, c'est comme ça que j'appelle à soutenir et à en faire partie, parce que c'est ce que nous souhaitions. Dialoguer, parler ensemble. Très bien. Autrement, ma question serait, est-ce que cela peut vouloir dire que c'est parce qu'on s'est écarté des vœux et des souhaits des pères de l'indépendance? Effectivement, parce qu'on n'a jamais réellement réglé les problèmes, on a toujours eu les mêmes problèmes, on a eu ou d'autres solutions où on a fait semblant de ne pas les voir. Comme je vous ai dit, nous avons les séquelles de ce qui s'est passé en 1960. En 1960, on avait l'ONUC, ONUC. Aujourd'hui, nous avons eu la MONUC et puis la MONUSCO. 53 ans après, on a toujours recours aux institutions internationales pour régler nos problèmes. Je crois qu'il y a un problème. On doit accélérer la réforme des institutions, surtout celle de la sécurité et de l'armée, conformément aux accords d'Addis Abeba, dont nous sommes les premiers signataires et les premiers bénéficiaires. C'est de cela qu'il s'agit, c'est d'avoir des institutions fortes. Quand vous reprenez par exemple certaines strophes, certains passages de l'hymne national, il y a certains que vous pensez qui doivent être considérés avec un peu plus de conscience, ça peut être lesquels par exemple? C'est-à-dire, je crois qu'avec ces concertations nationales, et je pense que se mettre ensemble pour réfléchir, pour se concerter, pour sortir des orientations, pour bâtir un Congo plus beau et plus fort qu'avant. C'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand on regarde réellement, quand on entend, pas seulement qu'on l'entende, et qu'on voit les strophes de notre hymne national, ça ne peut que nous pousser en avant. Et j'espère que cette fois-ci, nous avons compris, nous sommes dans la période de la maturité, et nous sortirons les orientations que tout le monde attend, parce que nous serons tous là. Voilà, et nous devons parler réellement des choses, parler de la régionalisation et de la tribalisation de l'armée,
ce qui nous a amené des milices, ce qui fait que notre armée aujourd'hui n'est pas capable, non, je donne un exemple, de défendre le territoire, parce qu'il y a des causes. Il faut en parler, il faut voir des solutions, et ça sera fait ensemble. Nous, Congolais, les Congolais ensemble, qui réfléchissent ensemble et qui sortent des solutions pour les Congolais. Mettre le Congolais et l'homme congolais au centre. C'est cet appel au dialogue qu'a fait le chef de l'État, et c'est la réponse qu'on va donner pour ne pas dire c'est eux. Non, c'est eux, c'est nous. Voilà, très bien. Avant Congolais. ce dialogue, c'est nous les Congolais. Oui, avant ce dialogue, ou à côté de ce dialogue, il y a les pourparlers de Kampala, et bien avant cela, il y a même eu, si nous y allons à reculons, il y a eu le dialogue intercongolais à Sun City, il y a même eu la conférence nationale. En quoi ça devrait être différent? Non, ce sont des étapes en ce qui me concerne, c'est-à-dire les historiens, ils seront là, ou bien vous les analystes politiques, pour sortir. Mais en ce qui me concerne, nous avançons. Je crois qu'il y a une période de maturité, on a vu tout cela. C'est que si on revient toujours à la même chose, c'est qu'on n'a pas réglé les problèmes, c'est qu'on les a occultés, c'est qu'on n'a pas vraiment crevé l'accès et parlé sincèrement, comme on dit, parler sincèrement et de crever l'accès, c'est-à-dire de ne pas faire semblant. Vous avez le sentiment que tout est fait pour que, mais non, je crois qu'il s'agit, tout est fait, en tout cas le cadre, moi je m'en tiens au cadre que j'ai vu, il est là, le cadre est plus large possible. Maintenant, c'est à nous autres Congolais, dans toute couche sociale confondue, chacun dans sa capacité et comment est-ce qu'il va répondre, d'être sincère avec lui-même, parce que sans institutions fortes et stables, nous n'irons nulle part. Sans, parce qu'il s'agit aussi de parler de la gouvernance, il s'agit de parler de l'économie, ce sont des choix que nous faisons ensemble, ensemble, c'est le dialogue, avec quand on a plusieurs intelligences, parce que ce sont les intelligences congolaises qu'on dit, mettez-vous, concertons-nous, travaillons. On travaille pour qui? Pour notre Congo. Et je crois que nous en avons tous assez de vivre les mêmes problèmes qui nous font reculer et que nous subissons à tous les niveaux. Ça va des violences extrêmes et inimaginables et insupportables de ce qui se passe à l'Est, qui ne devraient pas exister dans ce pays. Et c'est inadmissible. Et nous devons nous mobiliser. Au panier de la ménagère, dont on ne comprend pas, on parle de croissance, le panier de la ménagère, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, il y a toutes ces questions. Il y a les problèmes des institutions, il y a le problème de l'armée, il y a le problème des milices. Donc, ce sont des problèmes que nous allons nous poser et que nous allons réellement réfléchir ensemble et réellement travailler ensemble. Je pense. Vous me précédiez quelque peu sur le sujet, je le remets sur la table, ça me permettra peut-être d'en reparler autrement. Si on vous posait à vous la question de savoir quel doit être aujourd'hui le débat? Et c'est ce que je vous ai dit, les concertations nationales. C'est ça le débat. C'est-à-dire, pourquoi voulez-vous qu'on invente des choses? On ne va pas inventer l'eau chaude. Tant qu'on n'aura pas parlé, tant qu'on n'aura pas analysé. Parce que quand les choses viennent de haut, quand il n'y a qu'une seule partie de la population qui réfléchit pour tout le monde, bien, mais on voit le résultat. On voit comment va notre vie. Et je pense qu'il est temps que nous dialoguons, qu'on se concerte, qu'on réfléchisse, que ces intelligences donnent les orientations. Je n'ai pas dit qu'on va régler, j'ai dit qu'on va donner les orientations que nous-mêmes, Congolais, dans ces concertations nationales, nous allons donner. Nous aurons ce que nous aurons mis. Ça ne sera pas quelqu'un de l'extérieur qui sera venu s'asseoir à la place des Congolais pour dire « allez-y ». C'est à nous de réfléchir et c'est nous qui sortirons les Congolais. Quand je dis nous, ça veut dire que nous, Congolais, on doit savoir réfléchir ensemble avec nos différences, avec nos particularismes et avec notre richesse. C'est de cela qu'il s'agit. Très bien. Je voudrais faire un peu, comme on dit, une sorte de flashback, une sorte de retour sur le passé afin que nous revenions sur la situation actuelle. Et je vous reprends, vous, après les années de turbulence qui viennent après 1960. Vous quittez le pays, vous allez vivre à l'étranger, vous vivez à une période qu'on doit considérer comme d'exil puisque vous revenez plusieurs années après. Pendant que vous vivez donc en exil, pendant que vous vivez donc à l'extérieur, qu'est-ce qui vous revient le plus à l'esprit ou dans vos échanges quand vous
savez ce qui se passe au pays à l'époque, on sait, c'est avant la conférence nationale. D'abord, commencer comment? Nous sommes partis très jeunes, nous sommes partis en Égypte. C'est-à-dire M. Abdelaziz Isra, qui était venu ouvrir l'ambassade du Congo à l'époque, parce que l'Égypte est parmi les premiers qui ont reconnu la souveraineté du Congo. Il a fait connaissance avec mon père et déjà la crise était là. Donc la maison était entourée par les soldats de Mobutu et le gouvernement égyptien, ils ont décidé de sauver les enfants de Lumumba. Donc je vous passe les péripéties, on nous a exfiltrés comme on dit aujourd'hui, on a fait des vrais faux passeports égyptiens. François, Patrice et moi, nous sommes enfin arrivés au Caire grâce au président Nasser. Et nous étions une maison, nous étions considérés comme les invités de la présidence et jusqu'aujourd'hui nous avons les meilleurs rapports amicaux et fraternels avec la famille Nasser. Et ce monsieur qui nous a exfiltrés du Congo à l'époque, M. Abdelaziz Isra, il a créé l'association africaine en 1948. Pour vous dire un peu l'atmosphère dans laquelle nous avons grandi, qui est l'organe de l'Afrique en lutte. C'est une maison, chaque porte, c'était pour la SWAPO, pour la ZANU, pour tous les mouvements de libération en lutte. Et l'Égypte a créé Radio Le Caire. Radio Le Caire, c'était des émissions dans les langues locales, Lingala, Swahili, Xhosa, vers l'étranger. Et d'ailleurs, nous avons Papa François qui est là depuis 1964, qui faisait Radio Le Caire, pour vous dire dans quelle atmosphère nous vivions. Quand vous dites Papa François, c'est-à-dire? Non, Papa François, comme je l'appelle Papa François, c'est un vieux à nous qui a commencé Radio Le Caire avec des émissions en Lingala à cette époque-là. Et notre père égyptien, donc, qui avait créé l'association africaine, organe des mouvements de libération en lutte, qui a été repris par l'État. À la maison, on voyait les Amilcar Cabral, les Neto, Sam Nujoma. Tout ce monde-là, c'était à la maison, c'était déjà l'Union africaine. Et ce monsieur-là, il était blond yeux bleus. Donc, nous avons grandi dans cette atmosphère de lutte, de parler de liberté, de discuter avec tous ceux qui combattaient pour la liberté. Et c'était ça l'atmosphère de la maison. Et effectivement, surtout, de ne pas nous faire oublier qui nous étions. C'est-à-dire qui était notre père, pourquoi il est mort. Bon, on a baigné dans cette atmosphère. N'oubliez pas quand même que l'Égypte était le fer de lance du panarabisme, du panafricanisme. Les enfants Nkrumah, nous sommes des amis d'enfance. Donc vous voyez un peu l'atmosphère dans laquelle, comme on peut dire, progressiste, révolutionnaire, dans laquelle nous avons vécu. Et je rends hommage à toutes ces personnes qui, malgré les difficultés, malgré d'être très loin de chez soi, d'être arrachés comme ça, nous avons été d'abord entourés de beaucoup d'affection par nos parents égyptiens, et en plus entourés de cet enthousiasme, de cet amour de l'Afrique, de croire à l'Afrique que demain ça ira. Donc c'est de cela. Et puis n'oubliez pas que à cette époque-là, il y avait le CNL, le Conseil national de libération. Donc c'est par là que passent ces personnalités. Oui, tout le monde passait en Égypte. Je connais Laurent Désiré Kabila, je lui ai amené des photos quand il est arrivé au pouvoir ici, quand il était en Égypte à cette époque-là, avec les Soumialo, les Gmeunier, les Bochele. Donc toute une partie de notre histoire, on était tout petits, mais pour nous, nous l'avons vécu, c'était des gens à côté, c'est-à-dire c'est pas seulement là. Moi je me rappelle la poupée que m'avait donnée Bembella quand il est venu en Égypte, donc je l'avais toujours. Donc c'est cette période, nous avons grandi avec cette atmosphère d'enthousiasme, cette atmosphère qu'on peut aller loin, cette atmosphère que l'Afrique va aller loin et qu'elle vaut la peine de se battre pour. C'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on a toujours espoir en Afrique. Et on enlève Afrique, on met Congo, ben, on y croit, on travaille pour. Et c'est pas parce qu'on est le moment, on est citoyen congolais avant tout. Et cela est demandé à tout un chacun là où il est. Aimer son pays, travailler pour son pays. Travailler pour son pays, on ne vous demande pas d'aller faire des sacrifices, on vous demande de bien faire votre travail là où vous êtes. Et c'est comme ça qu'on va avancer. Et c'est comme ça qu'on va se développer. Très bien. Et du mouvement national de Lumumba qui était parti en 1960, bien qu'il y ait eu après cette deuxième branche qui a été le MNC Kalonji, à tout ce qui a suivi après plusieurs organisations se réclamant du lumumbisme ou portant le nom du MLC ou en étant des sortes de dérivés. Comment vous comprenez la chose? Moi, je vois d'abord à l'origine le mouvement national congolais et l'émanation
de la volonté démocratique. N'est-ce pas? Parce qu'il est venu par les élections, il y croyait. Donc il avait une base qui est très forte. Il est en plus non ethnique. Malheureusement, avec ce qui s'est passé avec la dictature qui était très forte et ils ont réussi non seulement à démanteler, parce que tous les partis étaient interdits en 1966, n'oubliez pas que lui-même, Mobutu à l'époque, était membre du MNC, et même quand on prend le manifeste de l'NCD, c'était la plupart de les idées qui étaient dans le mouvement national congolais Lumumba. Nous y croyons maintenant avec l'exil à l'extérieur, avec l'exil intérieur, avec tous les coups de boutoir qu'on a eu par la dictature et divisé pour régner, on en a acheté certains, on a appauvri d'autres. Malheureusement, c'est la maladie un peu de tous les partis qui se retrouvent sous une répression très forte et n'ayant pas assez de moyens pour résister, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. On a vu le délitement et comme le péché originel, c'est-à-dire ça fait des générations spontanées, de 2 ça devient 3, ça devient 6, ça devient 14. Et je crois que l'essentiel, aujourd'hui, il y a toujours le mouvement national congolais qui est dirigé par François Lumumba, qui se trouve être mon frère. Et il faut reprendre, comme je crois, les idées essentielles et le parcours initial de ce qui se passe et comment ça devrait y aller. Et je n'ai pas de leçon à donner et je crois que l'avenir nous dira si c'était cela le chemin ou pas. Mais vous-même, on vous revoit plus sur la scène politique quand Laurent Désiré Kabila arrive, mais vous êtes de retour quand même au pays bien avant le retour de Laurent Désiré Kabila. Oui, je suis de retour en 1994. Oui. Oui. Je ne suis pas rentré en 97, je suis rentré en 94, 94 comme on dit ici. Oui, c'est-à-dire on a suivi, comme je vous dis, on connaît le PRP de Laurent Désiré Kabila depuis, nous avons été des partis frères. La première fois politiquement c'est François qui avait traversé d'ailleurs le Congo pour aller le voir à Fizi, il avait 24 ans, donc pour vous dire que c'est une relation qui date depuis très longtemps, nous avons suivi l'avancée de l'AFDL. François était là-bas à Lubumbashi, qu'ils avaient rencontré tout le monde. Et si vous regardez bien, le président Kabila, il a pris contact avec énormément de ceux qui étaient des partis frères, le Front Patriotique, Kinkela, nos autres MNCL, avec d'autres personnes, tout le monde était là. Un peu comme on disait, les partis de gauche. On peut dire la subtilité, c'est à vous, analystes, de dire dans quelle mesure. Il a dit, vous êtes là individuellement et vous ne représentez pas votre parti. Mais individuellement, ça veut dire aussi... Mais c'est une fiction. Chacun savait de quel parti il venait. Oui, moi, en tout cas, si je n'avais pas eu l'aval du parti, je ne serais pas là. Les révolutionnaires, les enfants de X et de Y, comme on a dit. Oui, c'est-à-dire, on dit non, vous êtes là individuellement, vous ne voulez pas, vous ne représentez pas le Front Patriotique, vous ne représentez pas tel parti, vous êtes là individuellement. Mais oui, la subtilité politique, c'est de faire un large écho et que tout le monde est là. Le kabilisme, comme on dit aujourd'hui, vous faites la part des choses? Moi, je ne suis pas pour les ismes, donc c'est à vous de me dire qu'est-ce qu'il y a dans les ismes. Parce qu'avec les ismes, on peut tout faire dire. Aujourd'hui, le lumumbisme, je ne sais pas ce que c'est avec tout le monde qui s'en réclame. Moi, je me réclame des idées de Lumumba, de mon père. Je ne me réclame pas du lumumbisme, je laisse ça aux autres. Les idées de votre père, de manière brève, vous dites, quelles sont-elles? Je viens de vous parler de cela. Je me rappelle encore une fois, dans les années 90, un journaliste, des politiciens qui s'invectivent entre eux, et l'un a jusqu'à été interrogé l'autre s'il pensait qu'il avait connu Lumumba. On ne peut pas très bien dire qu'on avait connu Lumumba. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire moi je suis sa fille, oui, simplement. Hein, vous comprenez. Mais maintenant, en tant que citoyenne congolaise, je me suis engagée, nul ne peut me le nier, hein, ce droit de croire à une personne et ce droit de m'investir. Ok, mais bon, je ne peux pas enlever les deux casquettes quand vous me dites vous vous réclamez, parce que c'est très facile, je m'appelle Lumumba. Donc c'est tout. Mais je crois à cet homme, je crois aux idées qu'il a. Bon, il croyait à un État libre et réellement démocratique. Il croyait que l'indépendance politique sans l'indépendance économique, qui devrait signifier l'amélioration des conditions
du Congolais était important. Il croyait à la justice, il croyait à toutes ces idées-là. Il y a cru tellement qu'il a donné sa vie. Et malheureusement, on voit que ça lui a donné raison, puisque nous avons aujourd'hui les mêmes problèmes. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'après la table ronde politique de Bruxelles, il fallait s'attendre maintenant à une table ronde économique pour qui est quand même une... Il y a eu une table ronde économique. Oui, mais qu'est-ce que ça a donné? Parce que... les historiens sont là, vous le voyez bien. Oui, vous comprenez donc que vers les années 65, il y a eu toutes ces nationalisations, c'est le fait de 66, les nationalisations. Oui, les nationalisations, parce que déjà Lumumba lui-même, il avait demandé que les biens de l'État congolais reviennent aux Congolais. Il avait déjà initié, il disait que nous devons faire les comptes et ramener tout le patrimoine et que les biens, que ce soit réellement une indépendance économique. Ça, c'était parmi les choses auxquelles ses aspirations, parce qu'il n'est resté que 3 mois, ne l'oublions pas. Donc, c'est la suite. Dans la configuration actuelle du monde, se mondialisant, comme on dit, qu'est-ce que ça peut avoir comme sens, une indépendance économique? Ou comment faire pour que cette c'est-à-dire de n'être pas dépendant. L'interdépendance économique est une chose, mais avoir son économie qui est complètement pillée, qui bénéficie plus aux autres qu'aux Congolais, il y a un problème. Je ne pense pas que l'économie française ou américaine bénéficie plus aux autres qu'aux nationaux. Je ne pousse pas en disant nous devons faire une politique de fermeture. Il s'agit simplement, comme on dit aujourd'hui, quand vous me dites mondialisation, on a l'autre discours avec les Chinois qui dit ah oui, il y a l'impérialisme chinois aujourd'hui, oui, ils sont partout. Et les Chinois vous disent non, on fait du win-win. Ok, nous avons les richesses. Nous sommes en train de marcher sur de l'or, de diamants, ainsi de suite, pas seulement ici au Congo, mais partout en Afrique, et vous voyez les gens en haillons. Est-ce que c'est normal? Non. Il s'agit, tout le monde vient. Il y a les Chinois, il y a les Brésiliens, il y a les Européens, tout le monde vient. Mais il s'agit entre États, il s'agit d'intérêts. C'est à nous, les Africains, ou les Congolais dans notre mesure, de négocier correctement ce que nous voulons. Sinon, si nous n'avons pas une idée bien précise de ce que nous voulons, on va nous imposer ce qu'ils veulent, puisqu'on vient les mains vides. Et je crois qu'avec la complexité du monde, aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous n'avons pas d'expertise congolaise. On ne peut pas dire que nous n'avons pas des gens qui peuvent négocier. Vous et moi et d'autres, je suis désolé, on était sur les mêmes bancs d'école, en Europe ou ailleurs. Donc, nous savons, nous pouvons discuter de pied à pied. Et en plus, non seulement au niveau de l'expertise, mais il y a ce qu'il y a de plus, c'est que nous sommes africains, c'est que nous sommes congolais, donc nous comprendrons mieux ce que le Congolais ou le marché congolais a besoin. Donc cela n'est pas une excuse, c'est une volonté politique réelle de défendre les intérêts de notre pays, et c'est comme ça qu'on appelle ça une négociation gagnant-gagnant. Puisque la réalité est celle qu'elle est, puisque le parcours, puisque l'histoire est aussi telle qu'elle est, de 1960 à 2013, c'est 22 chefs de gouvernement qu'il y a eu dans ce pays. Et Augustin Matata Ponyo, c'est le 21e successeur de Patrice Emery Lumumba. La manière dont il s'y prend, ça peut... Vous pensez que ça nous ouvre déjà certaines voies pour arriver à ce qui, par exemple, était souhaité et pensé depuis les années 60, par exemple? Non, moi je pense qu'en ce qui me concerne, l'essentiel aujourd'hui, l'actualité aujourd'hui, c'est le dialogue national que le président a posé, dans lequel on doit tous se retrouver et dans lequel on doit, comme je dis, la somme de nos intelligences, la somme de nos volontés, donner des orientations sur lesquelles nous allons travailler tous de concert demain. Je pense des choses un peu autrement, en laissant... non, c'est-à-dire, je ne pense pas, bon, laissons les gens arriver jusqu'au bout et vous allez en faire le bilan. En plein parcours, je crois que ce n'est pas nécessaire. Vous qui avez quand même été ministre de la Culture dans ce pays, aujourd'hui on vient de réhabiliter autrement la mémoire de Patrice Emery Lumumba en lui érigeant une nouvelle sculpture, une statue devant les lieux même de la primature. À l'observation, cette sculpture qui est devant la primature et celle qui est
du côté de l'échangeur de Limité. De l'échangeur de Limité, oui, l'échangeur de Limité, bon, c'était à l'occasion qu'on avait proclamé qu'il était héros national, comme on dit. Je dis ce jour-là, on a réparé l'injustice de l'oubli. Celle qui est en face de la prémature, le maître Liolo m'a fait la gentillesse de me la montrer avant qu'elle ne soit terminée. Donc j'ai vu comment elle était, c'est Roland qui a fait le mannequin. Et on voit, quand c'est le génie congolais, il est ressemblant et c'est Patrice Lumumba, c'est mon père. Ce n'est pas le cas avec celui qui est à l'échangeur de Non, Limité. il n'est pas très ressemblant. Mais cela étant, faire une seconde statue de Patrice Lumumba, on veut l'honorer, soit. On parle de Lumumbaville, soit. Mais il faudrait quand même, à un moment donné, qu'on dise pourquoi on fait encore une statue de Lumumba. Qui est Lumumba pour l'État congolais? Qui est Lumumba pour le Congolais? Ne me posez pas moi question, moi c'est mon père. Parce que quand on dit héros national, il y a un contenu que, en tant que Congolais, en tant qu'État, que nous avons retenu, que nous voulons marquer quelque part. N'est-ce pas? Dans les manuels scolaires, on dit héros national, on ne sait pas qui c'est. Il y a dans ce studio des jeunes de 30 ans, vous leur dites qui est Lumumba, vraiment ils ne savent pas à part le nom. Donc, il faudrait quand même qu'on voit le contenu. Pourquoi? Qui est cet homme? Qu'est-ce qu'il a fait? Et que cette réponse soit donnée par l'État, par les gens. Parce qu'il ne s'agit pas. Lumumba n'est pas un gadget. Qu'à chaque 17 janvier ou une autre, on va déboussiérer, on va vite sortir, on va appeler cela. Non, il faut qu'on aille plus profondément. Qui est cet homme? Pourquoi il est mort? Et qu'est-ce qu'il a fait? Et je crois qu'on ira plus loin pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et ça, c'est important. Très bien. Il y a ce dialogue dont vous parliez et dont a parlé, pour lequel le président de la République a signé une ordonnance. Transcender les différences, transcender les origines, les ethnies, les tribus, tout ça, mais transcender également les divergences politiques qu'il y a eu depuis 1960. Comment pensez-vous qu'on pourra y arriver? Mais on ne transcende pas par n'importe comment, c'est le dialogue. Oui, vous allez dialoguer. Nous avons parlé de vérité et réconciliation. Nous avons d'abord eu, le dialogue national qui s'est terminé en queue de poisson. Je l'ai déjà dit. Donc c'est le dialogue, créer des institutions fortes, de la bonne gouvernance, et nous irons vers le développement et nous pourrons les transcender. Des institutions fortes, l'impartialité, aussi combattre l'impunité, et c'est là qu'on va transcender nos divergences tribales et le régionalisme ethnique. D'après votre souhait, vous pouvez donc y répondre très brièvement, par un oui ou par un non. Le dialogue préconisé devrait aboutir à une refonte des institutions. Il aboutira aux orientations que nous en aurons tirées. Évidemment, puisqu'il y a institutions dedans, bonne gouvernance, économie, vous avez vu les 5 thématiques. Voilà. Je voudrais vous remettre encore une fois la parole, mais pour que cette fois-ci, vous nous donniez la possibilité de fermer les guillemets et de remercier tous ceux qui nous ont suivis ce soir pour ce entre guillemets qui est vraiment assez spécial puisqu'il intervient le 30 juin 1960 qui est le jour de la commémoration de l'avènement de notre pays à la souveraineté des nations. Madame. Oui, je voudrais simplement dire qu'ensemble, nous tous Congolais, en travaillant ensemble, en réfléchissant ensemble, en croyant au Congo, nous allons réellement bâtir ce Congo plus beau qu'avant et plus fort qu'avant. Eh bien, je vous remercie. Avec nous et tout le monde, on s'emploiera pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. Nous, entre guillemets, nous vous disons au revoir. On prend rendez-vous pour une de nos prochaines éditions. Merci beaucoup.